Hop. Je vais laisser les gens quand même arriver petit à petit. Bon, moi, j'ai pas d'écho dans mon casque. Mais ouais, je m'entends. Bon, c'est pas grave. Hop. Moi, je pense qu'il y a pas de retour dans mon micro, hein. Ça devrait aller. Ouais, c'est plus pour vous, ça peut être gênant. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez des soucis, si vous voyez pas le partage d'écran, si vous ne voyez pas, si vous ne m'entendez pas non plus et même pendant le webinaire, si jamais il y a des problèmes techniques, n'hésitez pas à les remonter dans le chat. On va faire un petit tour de table. Je vais me présenter d'abord, je vais présenter le sujet, puis je laisserai Olivier et puis Geoffrey, introduire plus en détail le sujet, se présenter et cetera. Surtout pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Heu, voilà et puis, je les remonterai, à Olivier et Geoffrey. Si on n'a pas le temps de répondre à vos questions, et que l'événement est trop court, à la fin, on vous invitera à nous les poser, directement, sur LinkedIn, ou alors, via le formulaire de contact de nos sites internet. Voilà. Donc, je commence la présentation. Moi, je m'appelle Thibaut, je suis responsable marketing chez Greenspector et donc c'est le premier webinaire qu'on va lancer cette année, donc le premier d'une longue série, je l'espère. On a opté pour un format, webinaire d'échange, entre plusieurs participants et également avec vous. Voilà et ce webinaire va porter sur le sujet du DevOps, du passage du DevOps au, Dev GreenOps ou, Green DevOps. On verra, quel est le terme à utiliser et s'il y a vraiment un terme, spécifique. Heu, voilà. Donc je vais laisser, Geoffrey et Olivier, se présenter puis débuter le webinaire. Moi, je vais me couper ma caméra et mon micro et je leur remonterai les questions que vous poserez, tout au long de l'événement. C'est parti, bonjour à tous. Alors je commence, donc Geoffrey Laloué, je suis lead dev chez Kindu, mais aussi cofondateur du projet EcoCode. Donc EcoCode qui est un projet open source d'analyse statique de code, notamment pour calculer et remonter les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques plutôt, sur l'impact environnemental de votre code source. Eh ben, Olivier Philippot, et donc je suis le cofondateur de Greenspector. Et Greenspector, donc on est un outil de mesure de la consommation d'énergie des terminaux et de l'impact. Et voilà, content de faire un café pour discuter du sujet du Dev GreenOps avec toi. Moi aussi. Alors j'espère que vous avez votre tasse ou votre sandwich, peut-être vu l'heure, et on va pouvoir commencer. Alors, bah déjà, le DevOps, est-ce que tu peux nous... Il y a peut-être des gens on entend parler de ce mot-là, mais est-ce que tu peux, toi, c'est quoi ta définition du DevOps? Ouais, alors pour moi, le DevOps, alors c'est quelque chose qui est apparu dans les années, je crois, c'est 2007, donc ça a un peu de temps, mais c'est pas si vieux que ça. L'objectif principal du DevOps, c'était d'apporter des principes pour une approche fédérée entre les devs et les ops, la partie build et la partie run. Donc, l'objectif principal, c'était de faire collaborer deux mondes, donc les devs qui étaient là pour réaliser du code, pour coder en fait des demandes fonctionnelles remontées par le métier, et les ops qui étaient là plutôt sur le pilotage, le monitoring de l'infra IT. Donc c'est deux mondes qui sont complètement différents. Et donc, du coup, des méthodes, des métiers et des discours qui étaient très différents également. Donc, pour les faire travailler ensemble, ça posait de gros problèmes. On avait les devs qui voulaient coder et pousser en production le plus rapidement possible pour tester, pour vérifier si tout fonctionnait bien. Bon, ils testaient avant, j'imagine, mais voilà.
et les Ops qui voulaient plutôt une plateforme stable, résiliente, et qui poussaient plutôt des livraisons les plus lointaines possibles. Donc, le DevOps a été mis en place pour proposer des idées, des solutions pour que les deux métiers puissent cohabiter via des petits incréments de livraison où on intègre beaucoup de tests pour assurer justement ce côté résilient et stable de la plateforme qui convient aux Ops et par la gestion des incréments qui convient ici aux devs. On a un autre grand principe du DevOps qui est l'automatisation. L'idée, c'est que toutes les tâches à faible valeur ajoutée soient automatisées pour éviter les bugs, pour éviter les problèmes. Pour livrer plus. Pour livrer plus, exactement. Donc, il y avait ce principe-là aussi. Et le DevOps, dans son ensemble, alors là, c'était que quelques exemples, mais dans son ensemble, il faut bien avoir en tête que c'est une culture d'entreprise. C'est pas juste une méthode, c'est vraiment une culture d'entreprise à mettre en place. On dit plutôt une culture DevOps, en fait, ou exactement. des méthodes DevOps. Ouais, complètement. C'est vrai que l'amalgame, on le fait souvent, on dit c'est un métier, je suis DevOps, ou c'est une méthode. Non, en fait, c'est vraiment une culture. C'est une culture à mettre en place au niveau entreprise. Donc, voilà l'idée un peu de ce qu'il y a derrière le DevOps. Donc, le DevOps, il a été pensé vraiment pour être intégré au développement d'un service numérique. Et alors, du coup, Olivier, je sais que toi, tu connais ça par cœur. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qu'est un service numérique, un service du numérique? Alors, c'est un service numérique, justement. Alors, le DevOps va permettre de déployer ces services numériques, et ces services numériques, c'est un ensemble. C'est du logiciel qui tourne sur du matériel, qui tourne sur des infrastructures, qui sont gérées aussi par des personnes. Donc, tout ça, c'est le service numérique. Et effectivement, ce service numérique a un impact, parce qu'effectivement, on dit, c'est dématérialisé, mais non, justement parce que c'est un ensemble logiciel matériel, et ce matériel a un impact sur l'environnement. Donc là, on va pas le traiter là, on pourra en discuter des heures sur l'impact, mais l'idée, c'est après, sur ce service numérique, d'ajouter une notion qui est l'éco-conception et de le traiter pour que ce service ait le moins d'impact possible. Sachant qu'on dira un service numérique n'aura pas aucun impact. On pourrait après traiter le sujet, est-ce qu'un service numérique est green ou pas. En tout cas, on peut appliquer l'éco-conception. C'est-à-dire qu'on peut essayer de traiter, est-ce que y a les bonnes fonctionnalités, est-ce qu'on ne peut pas en enlever, est-ce que les fonctionnalités sont bien codées, est-ce qu'on a utilisé les bons frameworks, est-ce que voilà, ça peut aller très loin, et au final, on peut résumer en une chose, je pense, l'éco-conception, c'est est-ce qu'on prolonge suffisamment et on prolonge au maximum la durée de vie du matériel. C'est la clé on va dire, de l'éco-conception. C'est côté serveur, côté terminaux, est-ce qu'on a prolongé? Et donc, toutes les pratiques qui vont aller dans ce sens-là vont aller dans le bon sens de l'éco-conception. D'accord, c'est très bien, c'est très clair. On va pouvoir passer au slide d'après. Ah oui. Voilà, c'était voilà. un peu de support, effectivement, oui, pour expliquer. Voilà, effectivement le service, l'éco-conception, on va se baser sur l'analyse du cycle de vie. Donc, on va regarder tout ce qui se passe côté déploiement du logiciel, côté développement, côté usage. Et puis après, on va avoir aussi pas mal de chiffres sur l'impact du numérique. Mais voilà, vous pourrez vous documenter. Il y a beaucoup de ressources, en tout cas maintenant, sur ce numérique. Et alors justement, avec cette vision DevOps et Green qui arrive dans le logiciel, qu'est-ce que pour toi le Dev GreenOps apporte par rapport au DevOps classique en fait? Alors, déjà, moi, je pense que le Dev GreenOps, faut pas le voir comme un gros chamboulement. C'est-à-dire que le DevOps, c'est déjà quelque chose d'éprouvé qui fonctionne. Et donc, en fait, le Dev GreenOps, on faut voir ça comme une extension. C'est quelque chose qu'on va ajouter en plus avec un objectif qui est clair, qui est de minimiser l'utilisation des ressources. Donc, on ajoute des fondamentaux, des principes pour avoir un suivi plus fin, en fait, de l'utilisation des ressources. Et dans ces fondamentaux,
Donc, on a plusieurs choses. On a l'optimisation de l'infrastructure. Alors, quand on dit optimisation de l'infrastructure, on pense tout de suite au data center. Donc, l'idée, c'est de prendre des data centers qui soient plutôt éco-énergétiques. On pense aussi au matériel, parce que le matériel, c'est quelque chose qui a un très fort impact. Donc, on prend du matériel plutôt à faible consommation d'énergie. On a une utilisation des ressources plus efficace, c'est-à-dire que, je donne un exemple concret, mais souvent, dans les entreprises, les ordinateurs portables, j'ai connu des entreprises qui les renouvelaient tous les 3 ans. En fait, un ordinateur, au bout de 3 ans, même s'il est peut-être un peu moins performant, il fonctionne toujours. Ouais. Donc, l'idée, c'est de le pousser à 4, 5 ans, peut-être plus. Et j'ai même vu des entreprises qui proposaient même un recyclage interne, c'est-à-dire que l'ordinateur qui n'est plus utilisé par des développeurs peut être réutilisé par d'autres services de l'entreprise qui utilisent moins de ressources de l'ordinateur, mais pour pousser à 7, 8, 9 ans un même ordinateur. C'est vraiment une nouvelle vision de l'utilisation du matériel en entreprise. Donc ça, c'est l'optimisation de l'infrastructure et du matériel dans son ensemble. Ensuite, on a comme fondamentaux, dans les fondamentaux, on a la réduction des déchets informatiques. Donc, minimiser le surprovisionnement du matériel. Donc ça, c'est l'exemple que je donnais sur l'ordinateur. Si on repousse la fin de vie d'un appareil, on ne va pas avoir besoin de le réapprovisionner plus rapidement. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est gestion des déchets, pardon. Donc, du matériel informatique, c'est des déchets particuliers. Et, on ne peut pas les jeter n'importe comment. Donc, il faut avoir une politique de gestion de ces déchets et du recyclage. On peut le réutiliser. Ensuite, donc il y a l'automatisation et l'optimisation des processus. Donc ça, c'est comme le DevOps. C'est vraiment au cœur du DevOps. Le Green DevOps, il chamboule pas du tout le sujet. L'idée, c'est de continuer à optimiser et à automatiser, mais en minimisant au maximum les ressources utilisées. Puis vient l'évaluation. Donc sur l'évaluation, alors pour devenir vert, concrètement, il faut savoir mesurer. Je pense que ça, tu sais très bien, parce que le Inspector, c'est un peu votre cœur de métier. C'est l'ADN. Voilà. Donc, il faut savoir mesurer pour devenir vert. Il faut remonter des métriques pour pouvoir évaluer et surveiller en permanence l'empreinte carbone des projets. Et surtout, ces métriques et ces mesures, elles vont permettre d'identifier clairement les domaines qui nécessitent une optimisation ou une amélioration. L'étape d'après, c'est la réduction des temps de cycle. Donc, sur la réduction des temps de cycle, bon, c'est un peu pareil sur le DevOps, c'est un peu l'objectif d'avoir des incréments plus courts. Plus court dit moins de consommation d'énergie, une mise sur le marché plus rapide, dit moins de bugs. Donc, si moins de bugs, on a moins besoin de rebuilder, de refaire des tests, de relancer la machine. Donc, évidemment, on gagne des ressources utilisées. Et dans les fondamentaux, le dernier point, qui est pour moi un des plus importants, c'est la sensibilisation. Parce qu'on est vraiment sur des nouveaux concepts. Donc, il faut d'abord former les utilisateurs, former les salariés, les employés de l'entreprise, et il faut les mobiliser, en fait, ces salariés. Parce qu'en fait, pour que l'adoption de ces pratiques durables soit vraiment réelle et durable, c'est le cas de le dire, en fait, il faut que tout le monde se sente concerné et tout le monde comprenne quel est l'objectif de ces nouveaux principes. Donc, pour moi, c'est ça les principes fondamentaux du DevOps, du Green DevOps. Mais en fait, dans le DevOps et dans l'éco-concept, enfin dans le DevOps, on a la réduction des coûts. Donc au final, la question elle est peut-être un peu caricaturale, mais je pense qu'on l'a entendu plein de fois. C'est en fait, je fais du DevOps. Je réduis les coûts d'infrastructure. Globalement, je fais du Green DevOps. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte en plus, en fait alors, c'est une très très bonne question, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut se dire, je fais déjà de l'optimisation, donc je réduis mes coûts, donc en fait, j'optimise déjà au maximum. En fait, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Parce que, alors, j'ai toujours un exemple qui est assez concret sur le choix d'un data center.
Alors, si on fait de l'optimisation de coûts, on va plutôt aller vers un data center pas cher, qui fait le boulot, mais pas cher. Alors qu'aujourd'hui, les data centers qui sont plutôt éco-énergétiques, ils ont un coût qui est quand même plutôt plus élevé. Et donc, forcément, si on veut aller vers de l'éco-énergétique, qui utilise des ressources renouvelables, etc., il va falloir payer un petit peu plus cher. Donc, l'optimisation des coûts ne fait pas tout. J'avais un autre exemple. J'ai été dans une entreprise il y a quelques temps où il me disait, on avait des serveurs locaux dans les bureaux standards et en fait, on s'est rendu compte qu'ils dégageaient une chaleur pas possible et cette chaleur était évidemment perdue et il fallait refroidir la salle, etc. Et donc, ils se sont penchés sur la question, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette chaleur? Et en fait, c'était un très bon exemple parce qu'ils se sont dit, on va acheter des serveurs qui sont baignés dans des bains d'huile. Alors, j'ai plus le nom exact, mais ça se fait de plus en plus. Et ça, c'est un coût qui est quand même assez important. Mais finalement, derrière, eh ben, en fait, c'est beaucoup plus... c'est très bien conçu en fait comme matériel parce que l'énergie dégagée va chauffer l'huile, qui va chauffer elle-même l'eau, et en fait, finalement, il chauffait les douches de l'entreprise avec. Donc ça, je trouve que c'est un très bon exemple. Donc, si je reviens à la question d'origine, donc l'optimisation des coûts n'est pas le seul point positif en fait du Green DevOps. Il y a aussi d'autres avantages. Donc, il y a cette réduction des coûts opérationnels qu'on vient de mentionner, mais il y a aussi... je crois qu'on va passer au slide suivant. Donc, le premier point pour moi dans les avantages, c'est le coût opérationnel, évidemment. Moins de ressources gaspillées, du temps gagné, utilisation efficace des ressources. Alors, il y a un deuxième point qui est l'amélioration de la qualité. On l'a dit tout à l'heure, mais les tests, c'est hyper important. On est sur l'encouragement à l'automatisation, à la surveillance, à mettre des tests beaucoup plus rigoureux. Donc, forcément, on a une meilleure qualité logicielle à partir du moment où on ajoute des tests. On a moins de bugs et indirectement, je pense que les utilisateurs derrière, ils sont forcément plus contents, ils ont une meilleure expérience. Le troisième avantage que je vois, c'est au niveau d'une réponse au RSE, à la responsabilité sociale d'entreprise. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire « nous, on est vert ». En fait, tout de suite, on va être taclé de greenwashing, etc. S'il n'y a pas d'action concrète derrière, si on n'est pas capable de le prouver, en fait, tout le monde va nous sauter à la gorge. Donc, pour les entreprises, c'est important d'avoir des actions concrètes et de pouvoir dire eh ben, en fait, nous, on a des actions, on est engagé pour la durabilité environnementale, etc. Et dans son métier en plus, si on fait du numérique, voilà, c'est pas juste trier les déchets, c'est travailler sur son produit. Complètement. Oui, tu as tout à fait raison, parce qu'en fait, on pourrait juste dire, on trie on repousse un petit peu nos ordinateurs de 2-3 ans, on trie les déchets, on met les papiers d'un côté et tout. Mais là, c'est vraiment dans le métier du développement et des ops, en fait. En fait, on a des actions concrètes. Et donc, vis-à-vis de la RSE, en fait, c'est beaucoup plus facile et légitime de dire qu'on a des actions dans l'entreprise auprès de partenaires, par exemple, si on a les actions qui vont avec. Ensuite, dans les avantages, on a la conformité réglementaire. Alors, depuis quelques années, il y a pas mal de lois qui sortent, il y a des réflexions sur le sujet, etc. L'idée du Dev GreenOps ou du Green DevOps, c'est d'aider les entreprises à se conformer à ces lois, mais c'est surtout de les aider à éviter des sanctions potentielles. Parce qu'en fait, demain, on ne sait pas trop les lois qui vont pouvoir sortir, mais si les entreprises ne sont pas prêtes, n'ont pas cette culture, cette philosophie, en fait, je pense que tout de suite, il va y avoir des pénalités. Et donc, le Green DevOps, il est là pour accompagner les entreprises, pour éviter justement ces sanctions. Encore deux petites choses que je vois, c'est l'image de marque positive. Ça va avec un peu le RSE. C'est les consommateurs aujourd'hui, ils sont vraiment beaucoup plus sensibles à tous ces sujets d'écologie, etc. Donc, quand ils voient que l'entreprise s'engage pour la cause, en fait, ils vont être beaucoup plus intéressés et beaucoup plus attentifs aux actions de l'entreprise. Et c'est pareil pour les partenaires commerciaux, clients. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clauses dans les partenariats, dans les contrats, etc., qui demandent en fait aux entreprises de justifier un petit peu leurs actions. Donc, ça répond à ces questions-là. Et la dernière chose, qui est plutôt centrée sur les salariés, vraiment, c'est de redonner du sens.
Parce qu'en fait, alors c'est un grand mouvement en ce moment, c'est la remise en cause du sens au travail, etc. Les jeunes générations, elles sont à fond là-dedans. Et donc, en fait, le Green DevOps, il permet de répondre à ça un petit peu. C'est-à-dire que le métier de dev, d'ops, ben, il peut enfin être reconnu un peu d'utilité sociale parce qu'en fait, on agit, on essaie d'agir. On fait attention à on fait attention. Et puis c'est même encore mieux, c'est que on fait attention, mais on agit. Par exemple, sur des projets existants, on peut avoir une action concrète de réduction de l'impact. Donc on donne les pouvoirs aux équipes d'agir d'une façon ou d'une autre. Alors ça, c'est la première chose. Ça leur permet aussi d'exercer leur activité en respectant certaines valeurs éthiques, donc qui est l'écologie, parce que en fait, il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent personnellement chez eux, donc sur le tri, des choses comme ça, mais si en plus ils peuvent s'engager dans leur travail, dans leur boulot, alors ils vont être encore plus motivés à rester. Et une dernière chose, c'est que ça leur permet de développer des nouvelles compétences, d'acquérir de l'expérience supplémentaire, puisque donc en fait on leur offre des nouvelles clés, des nouveaux outils, des nouvelles choses à apprendre qui leur permettent de se vendre encore mieux derrière. Donc voilà pour je pense à peu près tous les avantages que l'on peut voir autour du Green DevOps. Alors, Green DevOps ou Dev GreenOps? Ouais, alors c'est une très bonne question parce que, alors avec Olivier, on n'est pas tout à fait d'accord sur le nom. Mais alors, pour expliquer, moi je suis plutôt Green DevOps. Alors pourquoi j'ai choisi ce nom-là, c'est qu'en fait. Allez, on fait un vote. Voilà. Alors, on va savoir qui va gagner. On mettra un vote à la fin peut-être. Pour moi, c'est plutôt Green DevOps. Parce que pour moi, en fait, c'est une extension. Donc, c'est-à-dire qu'on a le DevOps et on ajoute une petite extension qui est le Green. Donc, c'est pour ça que j'étais plutôt parti sur Green DevOps. Mais alors, toi, si j'ai bien compris, toi, tu préfères évidemment Dev GreenOps. Si j'ai bien compris, c'est parce qu'en fait, tu te rapportais au DevSecOps. Oui, DevSec, ouais, c'est ça. C'est quand sur d'autres domaines, alors DevSec, NumOps, enfin, il y a plein de choses qu'on peut rajouter entre le Dev et le Ops. Mais après, on va dire, c'est que de la terminologie, ça change rien après, mais effectivement. Ouais, mais je pense qu'on est assez d'accord. C'est dans le fond, on parle de la même chose. C'est juste une terminologie. Ouais, tout à fait. Et après, j'avais remarqué que tu avais mentionné dans un de tes articles qu'il existait un Blue-Green DevOps. Oui. Et donc, en fait, ça, je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que ça peut créer confusion. Oui, c'est ça. Mais bon, après, je pense que le Blue Green DevOps, c'est assez. C'est pas du tout connu, mais c'est un petit truc. Ok. Le Dev GreenOps va être beaucoup plus important. On va en parler plus dans les futures années, je pense, comme on en parle du DevSecOps actuellement. Bah, j'espère. C'est pour ça qu'on est là, de toute façon. Tout à fait. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de concours à avoir. C'est le fond est le même. Alors, j'espère qu'on vous a convaincu que le Dev GreenOps ou Green DevOps, c'est quelque chose qui est très bien. Alors, moi, je vais te poser une question. C'est une fois qu'on est convaincu et qu'on veut le mettre en place en fait dans son entreprise, est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques à conseiller? Oui. Bah, en fait, si on part sur les bonnes pratiques du DevOps, on voit ce qu'on appelle, alors on va appeler du shift right et shift left. C'est-à-dire qu'on on verra sur un schéma à la suite. C'est on peut même y passer juste le suivant. Je sais pas si. En fait, on a une boucle, un 8, et en fait, ce qui se passe, c'est que on va shifter à droite la qualité. C'est-à-dire que au plus tard, en fait, on va faire des tests de qualité. Et ça, c'est intéressant sur le Dev GreenOps parce que derrière, avant de mettre en prod, on va faire plein de tests de code. Donc, par exemple, avec EcoCode, on va détecter des choses. Et l'intérêt du green, c'est que en fait, alors là, actuellement, on teste plein de choses sur la maintenabilité, en analyse de code, sur la sécurité, des choses qu'on ne voit pas trop en fait en termes d'impact. Là, sur le green, on peut déjà détecter des choses qui ont un impact et les corriger. Et donc ça, c'est vraiment une bonne pratique d'intégrer
vraiment au plus tard, mais aussi au plus tôt, mais on peut pousser un peu plus la qualité. Et la mesure, c'est pareil. On va faire un shift left et un shift right. Ça veut dire quoi? Dès qu'on va avoir du code, vu que le DevOps va permettre de déployer des choses sur des Docker, sur des instances qui sont accessibles, on va pouvoir mesurer l'impact très tôt. Et on va sortir un peu de ce qu'on appelle ça fonctionne sur ma machine, c'est-à-dire que le développeur avant développait, instanciait en local son test, et là, il ne pouvait pas regarder l'impact réel. Là, l'avantage, c'est qu'on peut déployer très tôt la solution et on peut avoir des retours là sur la mesure en shift left. Et en shift right, c'est un autre truc, c'est que la mesure, on peut la pousser plus que ce qu'on ne fait actuellement. On peut aller faire de la mesure et regarder l'impact en production. Donc ça, c'est important parce que c'est pareil, sur des environnements de prod, de pré-prod, on peut avoir des premières mesures de pré-prod ou de recettes, excusez-moi, mais en environnement de prod, en réel, on va vraiment être sur la cible avec des services tiers qui sont réels, avec des environnements qui sont vraiment comme chez l'utilisateur, et là, on va pouvoir faire cette mesure. Donc ça, c'est important de faire ces mesures, et ça, c'est vraiment des bonnes pratiques de mettre l'analyse de code, la mesure au plus tôt et au plus tard. Voilà, c'est vraiment de détecter des choses au plus proche de l'utilisateur et au plus tôt. Donc, c'est des choses qui peuvent être antinomiques, mais on voit qu'ils sont importants. Et alors, j'ai une petite question par rapport à ça. Quand tu dis qu'on peut faire le test le plus tard possible, souvent, moi, on m'a dit en production, on n'y touche pas, ça risque d'impacter les perfs, etc. Est-ce que ça peut avoir un impact ou... Alors, oui, parce que on est sur des... Alors, non, ça n'a pas d'impact, mais on est sur des cultures où, par exemple, les tests de performance, il fallait vraiment pas les faire, et il faut toujours pas les faire parfois en production, parce qu'effectivement, un test de performance, de stress test, on peut écrouler la prod. Là, faire des mesures d'impact, on peut les faire en production et même en continu. Et c'est même important parce que on est intégrateur de plein de solutions. Donc, on va faire sa solution, mais on va intégrer plein de services tiers et beaucoup trop. On va intégrer du contenu. Et en fait, ce qu'il faut mesurer, c'est la solution qui est vraiment en production. Et avec le contenu, avec les services tiers, avec sa solution. Donc, faut le faire. Mais effectivement, faut passer et on verra la culture de dire non, on ne fait pas de mesures en production. Mais là, il faut en faire. Ok, donc c'est un avantage parce que c'est des choses qu'on ne faisait pas du tout. Et non, là, on peut se le permettre et en plus, on voit vraiment l'impact derrière. Tout à fait. Il y a d'autres bonnes pratiques, c'est d'utiliser justement ce qu'apporte le DevOps et les pratiques de feature flipping, de déploiement continu. C'est-à-dire qu'on peut rapidement déployer avec le DevOps une feature, l'activer, la désactiver, l'activer sur certains utilisateurs. Et là, c'est intéressant parce que quand on va faire de la mesure d'impact, on va mesurer une feature, on va la désactiver et on va déjà avoir l'impact de la feature. Et donc, utiliser ces bonnes pratiques de déploiement, il y a plein de pratiques de déploiement sur certains utilisateurs, sur juste une feature. Ça, on va utiliser ça pour faire de la mesure très ciblée et détecter des hotspots assez rapidement. Et après, une des dernières bonnes pratiques, enfin, en tout cas, c'est d'intégrer des nouvelles métriques. C'est-à-dire que on a, pour mesurer l'impact d'une solution, on ne va pas rester sur juste mesurer la performance de la solution, dire voilà, elle se charge vite. Voilà, et on va aller beaucoup plus loin, on va mettre d'autres KPI, des KPI d'énergie, d'impact. On va même maintenant vers du multicritère. Voilà, on va regarder sur des métriques assez nouvelles pour le DevOps. Après, il va falloir y aller progressivement. C'est-à-dire que les équipes qui n'ont pas ces métriques, et il y a des outils, on y reviendra, mais on peut déjà mesurer du CPU. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des goulons d'étranglement, de la mémoire? Voilà, on va pouvoir peut-être mesurer certaines métriques qui existent déjà, mais voilà, il va falloir aller sur ces métriques. Ok. Et alors, je me pose une question parce que souvent on me dit le Green DevOps, bon, ça agit, on doit agir principalement sur la partie back, mais en fait finalement, est-ce que le Dev GreenOps c'est que back ou c'est plus large? C'est plus large et au contraire, il faut vraiment que ça couvre tout. Alors pourquoi? Parce que l'impact, alors je dirais pas principalement l'impact et les côtés terminal, ça c'est quelque chose d'assez générique, mais ça va dépendre de solutions. Mais l'impact est important côté utilisateur.
Donc, oui, sur le DevOps, on a tendance à penser qu'on déploie, c'est quelque chose qui est très back-end, voilà, où on va parler des services cloud, des hébergeurs, mais il faut pas oublier qu'on déploie une solution numérique, il y a un service numérique, et ce service numérique, par rapport à ce qu'on a dit, il est sur l'utilisateur final, il est sur le back-end, donc voilà, il va falloir mesurer tout. Donc, il ne faut pas oublier ça, et ça serait vraiment un résumé assez dommage de dire, voilà, le Green DevOps, c'est optimiser l'impact du serveur uniquement. Ouais, donc c'est vraiment tout le scope C'est tout. Ouais. ouais, ok, du projet. Ouais. Et c'est une des bonnes pratiques, justement, bah, c'est prendre tout le cycle du logiciel. Ok, c'est très clair. Alors, on va passer à la suite. Je crois que on va parler. Ah oui. Bah, justement, là, on est resté un peu sur pas mal de théories. On va dire, si on doit déployer un principe DevGreenOps, quels sont les outils? Est-ce que, on va dire, j'ai déjà mes outils DevOps classiques? Est-ce que c'est bon? J'ai pas d'outils à rajouter? Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Ouais. On connaît un peu la réponse, hein, je pense. Mais... Oui. Alors, c'est une bonne question. Donc voilà, on va traiter de l'outillage. Donc en fait, je pense que tout le monde connaît cette fameuse boucle avec 8 phases d'amélioration, donc la boucle du DevOps. Et en fait, alors moi j'adore ce graphe parce qu'en fait c'est l'équipe CoInspector qui a fait ça. Et donc à chaque étape, on retrouve de l'outillage. Alors déjà, la première chose qui vient à l'idée, c'est ces outils. Ce ne sont pas des outils qu'on utilise dans la boucle du DevOps standard. C'est des nouveaux outils. Et en fait, on retrouve la même boucle et finalement, on se rend compte que pour chaque étape de la boucle, eh ben, on peut adapter, on peut appliquer des principes du DevGreenOps ou du Green DevOps. Donc, je prends un exemple. Alors, je vais passer sur toute la boucle pour donner quelques exemples. Donc, sur la partie plan, donc planification. Donc, ça, c'est vraiment crucial, je pense, dans le Green DevOps. C'est pour intégrer la sobriété. Il faut, dès le début, sur la planification, intégrer toutes les contraintes environnementales. Parce qu'en fait, une fois qu'elles sont intégrées dans la planification, on va y penser sur tout le reste du projet. C'est aussi lors des ateliers de design, d'idéation, il faut avoir cette réflexion-là sur l'utilité. Est-ce que la feature qui est demandée, elle a vraiment une utilité concrète? On veut tendre vers la sobriété, donc on ne va planifier que des choses qui sont utiles en fait au projet. Ensuite, on passe au code. Alors au code, je connais assez bien parce que du coup, avec au code, vraiment c'est sa partie. Donc, on a des actions possibles pour proposer en fait aux développeurs de ne pas ajouter de mauvaises pratiques dans le code. Donc, il y a un exemple tout simple, c'est dans les IDE. EcoCode, par exemple, s'intègre aux IDE et pousse les informations aux développeurs directement en disant « Oh, attention là, ton code, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré. » Et donc, on ne change pas les habitudes des développeurs parce qu'ils sont habitués à avoir ces outils-là. On ajoute juste des métriques en plus, des infos en plus pour leur dire là, vous pourriez améliorer le code d'un point de vue environnemental, en fait. Donc ça, c'est sur la partie code. Sur la partie, ensuite, build. Donc sur la partie build, on a ce qu'on fait d'habitude, relecture de code, mais là, on ajoute la relecture de code avec une vision sobriété. Donc, on ne met pas trop de code, on met le code qui est nécessaire, on épure au maximum. Et ça, c'est la petite nouveauté du Green DevOps, c'est il faut toujours avoir cette idée en tête de sobriété, d'où l'intérêt, on en parlait tout à l'heure, des formations, accompagnement des équipes. Ensuite, on a la partie test. Alors, la partie test, ça, c'est, je pense, la phase critique du DevGreenOps. C'est on a des nouvelles exigences de sobriété et d'impact qui ne sont pas fonctionnelles, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau parce qu'on a un nouveau domaine de test à mettre en place. C'est comme les tests de performance. On avait les tests de performance à mettre en place. Aujourd'hui, on a les tests d'impact environnemental à mettre en place. Donc, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Et les outils qui sont listés en fait à l'écran, en fait, aident à répondre à cette problématique-là sur comment tester pour avoir des bons retours
et améliorer le produit. Ensuite, la partie release. Alors, sur la partie release, on a le même schéma qu'on avait avant, c'est-à-dire on fait une release, on analyse le projet, le code, pour passer les quality gates. Donc, les quality gates, c'est en gros, c'est des étapes à passer pour vérifier que la qualité du projet est au niveau attendu. Et bien là, ça va être de la même façon. On va avoir des quality gates à impact environnemental. Donc, plusieurs outils aident à cette partie-là. Je vous présente moi l'exemple d'EcoCode que je connais bien. C'est en gros, EcoCode est un plugin intégré dans SonarCube. Et donc, SonarCube, c'est un outil qui est largement utilisé au sein des entreprises, remonte un certain nombre déjà de mauvaises pratiques de code et remonte aussi des indicateurs sur la qualité de code. Et donc là, on aura des nouveaux indicateurs qui seront vraiment dédiés à l'impact du code en lui-même. Donc, on peut définir ces quality gates en disant, moi, je veux 0 dette environnementale sur mon projet. Ouais, c'est bien parce que c'est des pratiques qui existent déjà dans les équipes, c'est juste des nouveaux outils et des nouveaux KPI. Enfin, voilà, c'est pour ça que je pense que le Green DevOps, c'est important de souligner en fait que c'est une extension. Ouais. On révolutionne pas tout, on ajoute des choses. Donc en fait, les équipes qui l'ont déjà mis en place, finalement, elles vont s'y retrouver. Elles vont s'y retrouver assez facilement. Et ensuite, alors il reste trois étapes. Donc sur la partie deploy, donc le déploiement automatique permet de déclencher les tests de consommation. Et puis en fait, tu en parlais tout à l'heure, mais on peut même aller jusqu'au une fois déployé, test en environnement de production pour retourner des résultats assez rapidement sur la consommation des ressources. Sur la partie operate, donc on surveillera notamment la consommation des ressources, par exemple sur les serveurs. On continue, on va voir s'il y a un petit problème qui arrive. Bon, au moins, on est au courant et on essaie de le corriger. Et ça va aussi permettre en fait de ne pas surdimensionner les ressources que l'on a demandé, les serveurs. Le serveur, c'est un exemple concret. Mais souvent, on surdimensionne pour être sûr qu'on va répondre à la demande, pour être sûr qu'on va que le nombre de personnes se connectant ne va pas faire cracher les serveurs. Mais c'est justement cette partie surveillance qui va permettre de ne pas surdimensionner et surtout de ne pas scaler en fait trop tôt. Et la dernière partie qui est monitor, donc va permettre en fait de détecter des anomalies le plus rapidement possible et d'améliorer la qualité environnementale, notamment dans notre cas. Ça va être aussi un point hyper important, c'est d'identifier des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées, ou peu utilisées. Donc ça, je pense que dans les projets, on est habitué à mettre des outils de tracking d'usage, etc. Mais en fait, c'est souvent utilisé par les départements marketing, etc. pour savoir un petit peu comment cibler les utilisateurs. Mais en fait, c'est peut-être pas assez utilisé d'un point de vue technique. Ouais, pour savoir si la fonction doit être décommissionnée. Exactement. Donc, on parlait de sobriété tout à l'heure. C'est ça, c'est en fait une fonctionnalité qui n'est pas utilisée. Elle a un coût parce qu'il y a un temps de chargement qui va utiliser la bande passante, etc. Et donc, en fait, il faut la décommissionner si elle n'est pas utile. Donc, voilà pour la partie outillage. Est-ce que toi, tu veux parler un petit peu plus de GreenSpector, comment il se situe dans le schéma ? Non, juste un petit focus. Effectivement, nous, on intervient à pas mal d'étapes du cycle. Effectivement, comme je disais, mesure au plus tôt et aussi mesure en prod. Voilà, on va faire des parcours qui vont être lancés automatiquement sur des terminaux utilisateurs. On va mesurer l'impact de la solution sur un terminal utilisateur. Et effectivement, l'intérêt, c'est cette boucle et la rétroaction. C'est que, en fait, c'est intéressant de faire une mesure en one shot. On dit, voilà, on va se positionner, mais le DevOps va vraiment apporter le dynamisme. Et c'est ça qui est important, c'est ce cycle. C'est que, on va faire une première mesure, on va se dire, bon, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, est-ce qu'on peut s'améliorer? Et hop, suivant, on va apprendre, quoi. On va apprendre en marchant, parce qu'effectivement, il faut se dire que l'impact du numérique, tout le monde apprend. Voilà, on apprend en marchant, et donc il y a des bonnes pratiques, donc c'est très bien avec EcoCode. Les développeurs aussi ou les architectes en ont. On peut identifier plein de choses avec l'intelligence humaine, mais il faut les expérimenter. Donc là, nous, l'intérêt, c'est que on expérimente, les équipes améliorent, on regarde si ça va dans le bon sens, et
et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va améliorer en faisant de la mesure continue. Et on est vraiment quand on a créé GreenSpector, il n'y avait pas le terme DevGreenOps, mais c'était bien cette démarche d'amélioration continue et de mesure. Ok, et alors tu parles de mesures justement, et pour toi, au niveau métrique, quand tu fais des mesures au niveau métrique, c'est quoi qui est important pour toi comme métrique? Alors, il y a les métriques, on va dire les métriques techniques, comme j'ai dit, l'énergie. Mais c'est une métrique primaire et on va regarder les métriques d'impact environnemental. Mais il n'y a pas que le CO2, on va mettre du multicritère. Et par exemple, le RGESN demande du multicritère. Donc là, on va mesurer plein d'impacts en plus du monocritère. Et après, il y a aussi d'autres métriques qui sont plutôt là, pas techniques. Et bon, on va peut-être les J'ai une question de Nicolas qui me demande pourquoi l'outillage Power API est situé sur la partie plan du schéma de DevOps. Alors on l'a mis comme ça. Alors on peut discuter du positionnement, mais effectivement le Power API, on va l'utiliser, on l'a vu utiliser pour benchmarker des architectures, benchmarker des choix, et pas forcément mis en intégration continue, par exemple, mais vraiment un outil de benchmark. Après, effectivement, on peut, je pense qu'il y a peut-être des équipes qui l'ont mis en intégration continue. Alors, on est ouvert aussi si vous avez mis en place des choses, on est aussi intéressé pour voir parce que c'est nouveau. Et donc, mais c'est pour ça en fait qu'on l'a mis là. Et justement sur les métriques, si tu peux avancer peut-être pour expliquer les métriques. Et je parlais de métriques techniques, mais il y a surtout des métriques, on va dire opérationnelles. C'est-à-dire que comment on suit l'amélioration du green avec le DevOps et c'est ça qui est important. On parlait beaucoup de culture, de changement de culture, d'intégration, parce que ça va être assez simple de mettre un outil, EcoCode, GreenSpector, d'autres outils. On va améliorer des métriques techniques, mais derrière ou environnementales, mais derrière, pour qu'elles s'améliorent, il va falloir suivre d'autres métriques. Et la démarche DevOps, ça va être améliorée en mesurant, par exemple, le taux d'équipes qui ont intégré, par exemple, des OKR green. C'est-à-dire que combien d'équipes, combien de squads se sont dit, tiens, je vais intégrer un objectif d'amélioration. Parce que quand on est sur des grosses équipes DevOps ou de développement, effectivement, tout le monde ne va pas y aller tout de suite parce qu'on a chacun des contraintes de sécurité, d'intégration fonctionnelle. Et au fur et à mesure, la culture, elle va arriver comme ça. Donc, on va suivre. Il y a peut-être une équipe un peu précurseur qui va arriver parce que elle a décidé de le faire par conviction ou voilà. Et puis, au fur et à mesure, on va y aller comme ça. Donc, ce taux-là va permettre, effectivement, à la fin, l'idéal, c'est d'avoir 100% des équipes qui intègrent au moins un OKR technique ou un objectif green. Voilà, donc ça va être suivi. Le taux d'amélioration aussi, c'est dire c'est métrique, de combien on s'améliore, parce que c'est bien de mesurer, c'est bien d'intégrer des bonnes pratiques, mais à un moment, si on continue d'intégrer des fonctionnalités, les exigences business font que de toute façon l'impact de la solution explose, le DevGreenOps n'aura pas réussi. Il faudra soit déjà se stabiliser en termes d'impact de métriques, soit s'améliorer. Mais déjà, si on arrive à se stabiliser en ajoutant des fonctionnalités, ça sera déjà très bien. Donc, on voit qu'on peut avoir des stratégies à suivre. Le taux de correction, pareil, on va détecter des choses avec EcoCode, avec des anomalies qui sont nouvelles, effectivement, qui sont non fonctionnelles, des anomalies de consommation d'énergie, d'impact, de code. Et c'est bien de les détecter, mais il faut les corriger. Et donc, il va falloir allouer des corrections dans les poker planning, dans les budgets des équipes. Et on va se dire, comme dans les processus sécurité, quand on détecte une anomalie critique, on suit, est-ce qu'on l'a corrigé? Voilà, ça va être pareil, il va falloir le suivre. Donc, ces trois métriques, je pense qu'elles sont importantes à suivre et vont permettre de suivre aussi l'intégration de la pratique DevOps ou de la culture de DevGreenOps. Ok. Et alors, ça me fait penser, parce que là, tu parles d'amélioration continue.
J'ai lu dans ton article sur le Dev GreenUp justement que tu parlais d'une méthode qui s'appelle Calms Oui. et qui pourrait être appliquée au Dev GreenUp justement. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste? Ouais, tout à fait. Calms a été mis en place par les fondateurs du DevOps pour un peu justement, c'est un framework qui permet de bien définir cette culture, comment on la passe, voilà, parce que c'est vraiment une culture. Et sur le green, ça va être assez intéressant de le voir. Alors il y a plein de points qu'on a déjà balayés quand on a discuté, voilà, de la culture. C'est une nouvelle culture, le green. C'est-à-dire qu'on intègre des nouveaux acteurs, les acteurs RSE, des nouvelles notions. On intègre des nouvelles métriques, on parle de sobriété. Voilà, c'est pas une culture dans les équipes, on est plutôt assez technophile où on va intégrer des technologies, des fonctionnalités et on va faire plein de choses. Et là, on va intégrer cette culture. Donc, c'est vraiment nouveau dans les équipes. Donc, ça, faut pas le négliger. Il y aura peut-être de la résistance, c'est-à-dire qu'il y a des équipes DevOps qui vont pas vouloir intégrer le green. C'est un changement de culture. Et ça, on va le suivre. Pareil, l'automatisation, on a dit que le DevOps permettait d'apporter cette automatisation et l'automatisation permettait de faire de la livraison plus continue. Là, c'est pareil, on a vu, c'est important de la mesure, c'est important de détecter des choses. Donc, automatiser, on va dire, des parcours, automatiser la mesure, va permettre aussi d'améliorer, d'aller vers le Dev GreenOps. Ça, c'est vraiment important. Le Lean aussi, je parlais, on apprend. Donc là, dans le Lean, c'est bien ça, c'est de dire dans le DevOps, on va apprendre au fur et à mesure. On va apprendre à appliquer la méthode, la culture. On va apprendre aussi à améliorer nos cycles de livraison. Et sur le Green, là, on va dire, le Lean, on va apprendre comment on s'améliore sur le green. On va dire, il y a plein de choses qui peuvent être encore inventées sur le green et sur l'éco-conception, des bonnes pratiques qui peuvent être détectées. Il y a plein de nouveaux frameworks qui arrivent. Et donc là, on va apprendre. Voilà, on va faire des cycles. Donc ça, ça va être à suivre. La mesure, j'y reviens pas parce qu'on en a parlé beaucoup, mais c'est important. Et le partage. Voilà, le partage, ça c'est effectivement important dans le DevOps, mais dans le Dev GreenOps, c'est encore plus important parce qu'on a une urgence écologique, on a un nouveau domaine et on a une façon de travailler différemment. Donc du partage au sein des équipes entre les ops, mais avec le green, du partage entre partenaires. Voilà, là ce qu'on fait, voilà, entre les outils en disant il y a plein d'outils qui sont complémentaires, du partage entre les fournisseurs et les prestataires. Enfin, il y a vraiment cette culture de partage si on veut aller plus loin. Qui est même peut-être plus importante que le DevOps, qui finalement était le partage entre Dev et Ops. Oui. Là, on étend la sphère Tout à fait, de personnes qui rentrent dans le cadre du partage où on doit vraiment tout échanger ensemble pour être optimisé au maximum. Optimisé parce qu'on on peut pas se permettre de louper le coche. C'est une façon aussi, c'est une opportunité d'apporter une nouvelle culture en fait. Et on revient à la culture. Donc ça, ce framework, il est intéressant. Il n'est pas chiffré dans le sens, voilà, il n'y a pas des KPI, mais ça permet vraiment de se dire, tiens, où je me positionne sur tous ces domaines. Ok. Alors, moi, franchement, tu m'as convaincu. Alors, je me dis maintenant, je veux le mettre en place dans mon entreprise. Alors, voilà, on va le faire en conclusion, mais donc, pour toi, en fait, quelles seraient les différentes étapes qui seraient nécessaires pour mettre en place le Dev GreenOps dans l'entreprise? Alors, les différentes étapes, on en a déjà un peu parlé, mais il y a des étapes et des challenges. C'est-à-dire que effectivement, c'est de dire, le green déjà dans le DevOps. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire, on va rajouter, on va peindre en vert et on fait du FinOps et puis on a optimisé les coûts et c'est bon, on y va. C'est vraiment, on va se dire, le green, on l'intègre comme une culture. On intègre la culture de la sobriété dans les équipes. Sinon, voilà, ça va être effectivement du greenwashing où on va pas du tout arriver aux objectifs. Donc ça, c'est important via des sensibilisations, via des challenges, via plein de choses qu'on peut intégrer. Après, il faut intégrer aussi le green dans la chaîne DevOps elle-même parce que je
pense que le DevOps nous a permis de livrer plus facilement, plus rapidement, et en même temps, ça crée un effet rebond qui n'est pas du tout forcément green. C'est-à-dire qu'on livre plus de fonctionnalités, beaucoup plus, et en fait, va falloir optimiser cette chaîne. En fait, déjà, quel est l'impact de la chaîne elle-même? Quel est l'impact sur les fonctionnalités? Parce que c'est pas parce qu'on a maintenant plus de capacité à livrer des fonctionnalités qu'il faut le faire. Donc voilà, intégrer le green dans le DevOps, ça va être une clé. Et donc déjà s'auditer, se faire attention à ça. Il va falloir aussi se professionnaliser en termes d'outils. Donc on a parlé qu'il y avait des outils, il y a pas mal d'outils maintenant. Je disais, il y a 12 ans, quand Green Spector a commencé, il n'y avait pas beaucoup d'outils. Ouais, vous êtes parti de zéro. On est parti de zéro, maintenant il y en a pas mal. Et là, ce qu'on a listé, effectivement, voilà, ils sont sérieux et ils permettent d'aller sur ça. Il y a des outils qui sont un peu moins adaptés au DevRinops parce que derrière, ils fournissent pas les bonnes métriques. Ils sont pas adaptés dans le sens, ça va être compliqué à intégrer. Donc, il va falloir se professionnaliser. On espère que le monde de la mesure et de la sobriété va se professionnaliser. Voilà, après, il va falloir innover parce que c'est un nouveau domaine, donc il y a des nouveaux outils qui arrivent, il y a des nouvelles pratiques, et donc il va falloir réfléchir comment on intègre ça, même si naturellement le green, c'est une extension, on rajoute une extension, c'est un changement de culture. Donc, faut y aller et puis créer cette harmonie entre le business, voilà, parce qu'on veut fournir beaucoup plus, et la sobriété. Donc, il faut. Ça, c'est un sacré challenge. C'est un challenge on va pas le traiter là ce midi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de discussions. Comment, c'est un peu antinomique parfois entre le business et la sobriété. Il faut quand même l'intégrer, donc il va falloir le faire. Et il y a du boulot. Voilà. Une question, Olivier, pour toi. Quelle source de données utilisez-vous chez Green Spector pour évaluer les impacts autres que les gaz à effet de serre? Entre parenthèses, base empreinte de l'ADEME. Oui, alors sur le multicritère, on a, sur le CO2 uniquement, on a énormément de bibliographies qui ont été faites. On a créé des bases importantes. Et sur les autres critères, on utilise l'étude ADEME-ARCEP, excusez-moi, qui parle qui reprend du multicritère. Et sur des facteurs d'énergie, effectivement, certains bases empreintes. Alors après, il faut noter que il y a très peu de sources, effectivement, sur le multicritère. Donc quand on parle de professionnalisation, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi beaucoup de collaboration sur des bases, voilà, il y a Boa Vista qui travaille aussi pas mal sur les datas, sur les bases. Donc on va commencer à y contribuer, mais il y a un gros travail pour encore plus de fiabilité. Alors, on arrive sur la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes auxquelles on n'avait pas répondu. Notamment, c'est quoi ce Blue Green DevOps? Ouais, le Blue Green DevOps, c'est du DevOps et qui traite du comment déployer, en fait, comment la culture du déploiement, voilà. Donc rien à voir avec le green. Non, il n'y a pas de green, c'est pas le green au. Donc le green DevOps, c'est plus légitime que le Blue Green finalement. Ok. Je crois qu'il y en avait une autre. Vous déposez les marques sur. Non, on va pas déposer. Après, on va pas. On laisse. Voilà, on reste sur nos marques. EcoCode qui est une structure collaborative, et Green Spector qui est une structure privative. Non, Après, l'idée, c'est un peu comme le DevOps, qui est un concept. Finalement, le DevGreenOps, on en parle aujourd'hui, c'est pour promouvoir un peu les fondamentaux. Je pense qu'il y a encore tout à créer. On en parle ici. Nous, on a imaginé ça de cette façon-là, mais il y a peut-être d'autres choses à apporter au sujet. Et donc, en fait, finalement, il y a assez peu de littérature sur Internet qui en parle. Donc, je pense que on est peut-être au début de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à structurer, mais l'idée, c'est pas de s'approprier clairement
le sujet. C'est vraiment c'est un sujet qui est ouvert et que chacun peut s'approprier à sa manière. Ouais, c'est comme c'est assez récent le FinOps qui se focalise vraiment sur les coûts, enfin sur les coûts du cloud, et ça a explosé effectivement parce qu'il y avait un besoin et il y a eu beaucoup de littérature. On espère qu'il y aura aussi pas mal de littérature sur ça et d'expérience sur les outils. J'ai une question dans le chat. Face à des environnements fortement mutualisés, entre parenthèses VMware, plus Dockerisation, quelle est la fiabilité des données remontées par ces outils sur des environnements de production? Alors, effectivement, c'est mutualisé, mais il y a les outils permettent de cibler des processus, des VM, et donc ça va être ça la clé des outils de mesure, en tout cas côté serveur, c'est de se dire, on arrive à identifier des choses qui sont ciblées par les services. Donc, il y a encore pas mal de R&D. Les outils de Boa Vista, EasyVert sont assez poussés sur ça. Donc ça permet d'avoir des métriques qui sont quand même fiables. Après, ce qui manque, plus si on revient sur le manque de données, c'est quand on est chez des providers, des fournisseurs, Amazon, Google, Azure, et que en fait, ce qui remonte là et qu'on peut pas installer de sonde, bah, la problématique, ça va être les données qui sont fournies par ces personnes sont assez, enfin ces fournisseurs, excusez-moi, sont assez, enfin sont pas suffisantes, quoi. C'est plutôt ça le problème. Donc finalement, on parlait tout à l'heure du choix des data centers pour qu'ils soient éco-énergétiques, mais c'est aussi un choix où si on veut avoir des KPI, des remontées, des mesures, c'est un choix sur le fournisseur aussi, parce que chaque fournisseur va avoir un intérêt, un avantage certain en fait par rapport au Dev GreenOps qu'on a envie de mettre en place. Ouais, c'est ça. C'est que est-ce que ils fournissent des métriques? Est-ce qu'on peut installer des outils externes de mesure? Voilà. Nous, sur la partie terminale, on n'a pas cette problématique parce que on est en boîte noire et puis on mesure sur l'utilisateur. Donc on a la clé. Donc on a des données qui sont assez fiables parce que voilà, on a l'outil de mesure. Mais c'est vrai que côté serveur, il y a énormément d'outils qui travaillent sur ça. Mais il va falloir que les fournisseurs, les hébergeurs fournissent encore plus de métriques et de capacités de mesure. Et ça, on va dire, c'est une ouverture, quand on parlait d'ouverture, de sharing, le CALMS, le S, effectivement, sur le. Je pense que. Ouais, au niveau fournisseur, il faudrait les intégrer dans le sujet, en effet. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thibaut, t'en as vu d'autres passer? Non, j'en ai pas vu. Moi, j'ai une question pour toi, Olivier, qui me vient. C'est, à ton avis, aujourd'hui, on en est à quel niveau de maturité sur le sujet? C'est-à-dire il y a déjà pas mal d'outils qui commencent à sortir, qui parlent du sujet. Est-ce que on est, à ton avis, assez mature ou est-ce que c'est que le début et on a encore beaucoup de choses à faire derrière? On n'est pas du tout mature dans le sens, si on regarde globalement par rapport à l'outillage, on est beaucoup dans une phase de découverte. Donc, on est dans une phase de découverte de cet impact, donc c'est très bien. Après, il y a une phase on va dire, de professionnalisation. J'en parlais dans le sens où les outils de mesure, les pratiques doivent être professionnels, et donc ça veut dire qu'il y a des pratiques qu'on doit éviter. Faut qu'il y ait des métriques qui soient fiables, utilisables, voilà, et non discutables. Donc ça, c'est ce qui est poussé, et c'est ce qui est poussé par exemple sur le multicritère. Sur les outils, on dit voilà, faut pas rester sur du monocritère parce que ça suffit pas pour mesurer un impact. Faut aller sur du multicritère. Donc il y a plein de choses. Effectivement, il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup d'acteurs en fait, et c'est ça qui vient. Il y a qui travaillent maintenant sur le sujet, donc on peut penser à une accélération du sujet. Ouais. Mais voilà, c'est sur la maturité, effectivement. Quand on regarde il y a un temps de déploiement. Déjà, il y a eu aussi pour la défense des gens qui déploient le DevOps, il y a eu un effort important à déployer le DevOps. Les équipes sont pas totalement DevOps, dans le sens il y a encore plein de choses à améliorer et à mettre en place. Et voilà, on leur dit de maintenant mettre des nouvelles pratiques, donc faut leur laisser un peu le temps. Et donc ça aussi, il y a aussi le temps d'acquisition des équipes sur ça.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus parce que côté EcoCode, on est pareil, on s'appuie sur des référentiels, sur des règles de mauvaises pratiques, tout ça. Et en fait, on a besoin de chercheurs, on a besoin d'experts sur le sujet parce que finalement, on n'est qu'au début de la rédaction de tous ces référentiels de bonnes pratiques, etc. Et il y a encore un long chemin à parcourir, même si l'outillage est là. C'est quand même un vrai sujet de recherche, quoi, finalement, dans le tout fond. à fait. J'ai cru voir arriver d'autres questions. Pourquoi n'avez-vous pas mis en place Green IT Analysis qui apparaît comme outil du site? Nous, on l'utilise pas, mais on pourrait. En fait, sur tous les outils, on pourrait mettre plein d'outils. Hein. L'idée, c'était de donner des exemples, effectivement. Et comme je disais, nous, la liste des outils, c'est par rapport à une démarche vraiment en intégration continue. Et DevOps, c'est par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on a évalué. En fait, c'était d'avoir une vision. Donc, mais effectivement, vous pouvez intégrer dans cette démarche plein d'outils s'ils correspondent à la culture DevOps. Il y a Ouais, il y a Moutard qui parle de l'outil Green Index de Cast. Voilà, il l'a pas vu dans la liste également. Ouais. Oui, non, mais Green Index, oui, on va dire, Ouais, la liste n'est pas exhaustive. Ouais, voilà. Je pense que si je comprends bien, moi en tout cas, je l'ai compris comme ça. Ce graphe, c'est un exemple d'outils qui s'adaptent à chaque étape de la boucle du DevOps. Ouais. Mais évidemment, les outils, il y en a aujourd'hui, il y en a encore plein d'autres demain, des nouveaux. Ouais. Donc, il faut adapter cette Et liste-là. qui correspondent à des métriques, on va dire, qu'on considère aussi fiables. C'est-à-dire que il y a plein d'outils où les métriques, on considère qu'elles sont pas fiables. Et l'idée, c'est de pas, en tout cas, les pousser en disant si on pousse des métriques qui correspondent pas à l'impact final pour les équipes DevOps, effectivement, elles vont travailler sur des trucs qui sont discutables et ça va, on va dire, ça va casser l'intégration du Dev GreenOps parce que, je sais pas, même sur les bonnes pratiques, toi, tu dois avoir aussi des discussions avec les développeurs sur tous les jours. est-ce que c'est une bonne pratique, c'est pas une Voilà. bonne pratique. Et voilà, si on arrive avec une bonne pratique qui est pas bonne ou qui est fausse. En fait, on est toujours en veille sur Ouais. ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a des bonnes pratiques qui étaient listées dans nos référentiels, qu'on a supprimées. Ouais. On est tout le temps en train de mettre à jour ces listes, puisque finalement aussi d'une version à l'autre, par exemple, je prends un exemple simple sur une mauvaise pratique de code dans Java. En fait, une nouvelle version de Java sort. En fait, c'était une mauvaise pratique sur la version d'avant. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Ouais. Et par l'expérience aussi, on a beaucoup de retours d'expérience, et c'est ça qui fait la richesse du sujet. C'est que par les retours d'expérience, des personnes nous contactent pour nous dire, moi, dans mon cas, j'ai fait l'analyse et en fait, finalement, c'est pas si vrai que ça. Il faudrait ajuster la règle ou l'affiner, quoi. Ouais. Et ben c'est pour ça que le lean, dans le CALMS, le lean est vraiment important. C'est que on est sur un apprentissage continu, alors qu'il peut être fatigant ou en tout cas décourageant pour certains, mais on apprend plein de choses. Et c'est un sujet, je pense, qui est à apprendre par la communauté, par tous les contributeurs qui le veulent, parce qu'il y a énormément de choses à construire, en fait, autour de ça. Je ferai une dernière question, c'est pour toi. Vous avez parlé d'EcoCode au niveau IDE, est-ce une réalité? Alors, aujourd'hui, EcoCode a été développé pour être un plugin SonarCube. Mais en soi, SonarCube peut être intégré directement dans les IDE. Donc, à partir du moment où il est intégré à l'IDE, on peut l'intégrer aussi. On peut remonter les métriques d'EcoCode via les plugins SonarCube, en fait, dans son IDE. Donc, c'était pas l'idée de base, mais aujourd'hui, ça fonctionne. On peut remonter ces métriques-là via les plugins SonarCube de chaque IDE. Je vois pas d'autres questions. Ok. Ouais. De toute façon, moi, j'ai fini mon café. Ah, puis il est l'heure. Ouais. Hop. Vous pouvez conclure et puis moi, je ferai une seconde conclusion. Merci. C'était sympa de discuter sur un sujet qui, on va dire, on peut en discuter encore pas mal sur quels sont les outils, quelles sont les métriques. Après,
Voilà, les expériences, et je pense que ce qui va être intéressant, c'est nous, on attend encore plus de projets où on voit GreenSpector, par exemple, avec EcoCode, enfin, voilà, ou d'autres outils, parce qu'il n'y a pas, il y a pas un environnement idéal, et je pense qu'il y a. Ouais, moi je pense que en conclusion, j'aime bien, c'est la partie chère que tu as présentée dans le Calms. C'est en fait, il y a beaucoup de choses à partager et à mettre en commun. On le disait tout à l'heure, c'est un sujet vraiment de veille et de recherche. Et si on mutualise en fait l'énergie qu'il y a autour du sujet, je pense qu'on peut créer un environnement qui soit vraiment efficace, qui remonte beaucoup de métriques, qui remonte des métriques intelligentes et qui permettent surtout d'accompagner efficacement les entreprises. Les entreprises ont vraiment envie de mettre tout ça en place, mais on peut créer quelque chose en fait conjointement en fait pour accompagner les entreprises, pour les aider finalement. Et on a tout en main pour le faire. Tout à fait. Bon, bah, on va s'arrêter là. Tu veux clôturer, Thibaut? Ouais, merci. Je vais clôturer rapidement. Je vais faire vite, hein. Merci à tous. Vous allez recevoir un petit mail à la fin de l'événement qui vous donne les liens vers les articles de Olivier et de Geoffrey. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a sûrement des réponses à vos questions qui se trouvent dans ces articles-là. N'hésitez pas à nous contacter, à les contacter également si vous avez d'autres questions qui viennent. Voilà, vous pouvez nous contacter aussi via notre site internet. Il y a pas de souci là-dessus. Merci à tous pour votre participation et puis à bientôt pour les prochaines sessions. Suivez-nous sur LinkedIn, c'est là-dessus qu'on va vous informer des prochaines sessions qu'on mettra en place. Voilà, merci à tous et bonne journée.